Hi l'internet, j'espère que vous allez bien. C'est Émilie de Stephen King France. Je vous retrouve pour une vidéo, alors je dirais une nouvelle vidéo, c'est plutôt un nouveau format de vidéo. J'ai fini aujourd'hui la lecture de Holly de Stephen King, le roman de King qui est sorti il y a une semaine, pile poil en anglais, le 5 septembre. Je l'ai lu en numérique parce que je voulais ne pas perdre de temps pour le lire. J'avais besoin d'en parler, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mon avis, donc je me suis dit, autant faire une vidéo pour donner mon avis, ça changera un peu du format habituel. Et je pense que j'avais vraiment, vraiment besoin d'en parler. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une rapide présentation de Holly, même si j'ai déjà dit pas mal de choses. Ensuite, je vous donne un avis succinct, sans spoiler, très important. Et à la fin de la vidéo, je vous mets tous les timecodes dans la vidéo. À la fin de la vidéo, à la fin de la vidéo, je vous donne un avis avec spoil. On va rentrer un peu plus dans les détails, certains personnages, certaines intrigues. C'est parti. Donc Holly, c'est un roman de Stephen King qui est paru le 5 septembre en anglais, il y a une semaine pile poil. On retrouve dedans Holly Gimley, qui est la détective préférée de King en ce moment, c'est la 6e histoire où on retrouve Holly Gimley. Elle fait partie d'abord de la trilogie Mr. Mercedes, qu'on appelle plutôt trilogie Beetlejuice, avec en premier Mr. Mercedes, ensuite Carnet Noir, ensuite Fin de Ronde. Ensuite on l'a retrouvée dans L'Outsider, pas que je me trompe dans l'ordre, et ensuite on l'a retrouvée dans Si ça saigne, la nouvelle Si ça saigne, qui fait partie du recueil Si ça saigne, qui est sorti en 2020, en France, non, 2020 en anglais, et si je ne me trompe pas, 2021 en anglais. On retrouve cette détective, c'est vraiment le personnage préféré de King en ce moment, on sait déjà qu'il prépare un nouveau roman pour peut-être 2024, il n'y a pas encore de date, avec une nouvelle histoire où elle figurera, donc ça sera la 7e fois qu'on retrouvera Holly Gimley dans un roman de King, ou en tout cas peut-être dans une nouvelle, on verra bien. Le roman dans sa version en anglais fait un peu moins de 500 pages, on n'a pas encore de date pour la France. A priori, Albin Michel, l'éditeur en France de Stephen King, met entre 6 et 8 mois pour sortir une traduction, donc on peut espérer essayer de l'avoir pour mars, avril, en tout cas pour le printemps 2024. On n'a ni information officielle, ni même rumeur qui puisse tenir la route du côté de l'éditeur. Donc je vous invite à être patient et patiente. Si vous pouvez le lire en anglais, c'est toujours bien de réussir à le lire en VO. Je vous invite vraiment à le faire parce que on retrouve vraiment la patte de King. Sinon, écoutez, rendez-vous en mars, en avril, j'espère pour vous, pour parler ensemble de Holly une fois que vous l'aurez lu. En attendant de passer à mon avis, d'abord sans spoil, pour résumer très rapidement, c'est l'histoire donc de Holly Gimley, qui est la détective de King qu'il aime utiliser en ce moment et qui a l'agence de détective Finders Keepers. Cette détective, un jour, elle est contactée par une mère dont la fille a disparu et elle va devoir enquêter sur la disparition de cette fille. Alors évidemment, ça paraît très simple, dit comme ça, mais je déteste vraiment les spoils, donc je vais pas en dire plus sur l'intrigue. Disons que c'est évidemment un thriller, et que si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, un peu plus de détails sur les enjeux de ce roman, je vous invite à lire la 4e de couverture ou le résumé que je vais mettre en description de cette vidéo. Et ça va pouvoir me permettre de rentrer dans une petite partie où je vais pouvoir vous donner mon avis sans spoiler l'histoire. Tout d'abord, Holly, c'est un thriller, et c'est marrant parce que King, il fait assez peu de thrillers au final, il dit qu'il est pas très bon dans le suspense, et c'est vrai, quand on le connaît bien, on sait que dans le bingo des choses que fait King, il a un peu tendance à finir ses chapitres en disant « et c'est la dernière fois qu'elle le verrait » et c'est la dernière fois qu'il lui parlerait, ce genre de choses, donc on a tendance un peu à savoir ce qui va se passer parce qu'il met pas sa place dans le suspense. Maintenant, on est vraiment dans un thriller qui l'a fait pour Mr. Mercedes, qui est le premier roman de la trilogie Beetlejuice, et donc qui est la première fois où on a rencontré Holly. C'est ça qui est sympa, c'est que ça fait quand même un écho à la première histoire où on a vu cette détective-là qu'on aime beaucoup, ça on reviendra un petit peu là-dessus après. Et c'est très très intéressant de voir comment on réussit à avoir des histoires parallèles avec des enjeux différents de découvrir qui est le tueur, découvrir qui est la tueuse, découvrir, peu importe en fait, de savoir qui est derrière les atrocités, mais là d'avoir des histoires en parallèle et de voir comment les choses vont se rapprocher ou pas les unes des autres au fur et à mesure. Moi j'ai adoré la trilogie Beetlejuice, j'avais adoré Mr. Mercedes et je trouve que là il a vraiment sublimé ce qu'il avait réussi à faire dans ce premier tome. Et avec l'âge et après plus de 60 romans, il continue à réussir à nous surprendre et surtout à nous toucher. Parce qu'une autre chose très importante dans Holly, ce sont ses personnages. Alors forcément on a Holly Gimley, moi qui est un personnage qui me parlait pas trop avant, qui m'avait pas trop touché dans Si ça saigne, et que là j'ai vraiment adoré parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps avec elle et on rentre vraiment très au cœur de ses problématiques, de ses
contradictions, elle est très spéciale, Oli. C'est quelqu'un qui, dès le départ, est décrit comme ayant des troubles plutôt proches du spectre autistique. Donc, c'est vraiment un personnage très particulier à appréhender. On n'a pas l'habitude d'être trop si proche de ce type de personnage chez King. Et pour ça, il est vraiment très intéressant. Et je trouve que c'est un personnage vraiment très fort. Et vu qu'elle, on la voit en tant que détective dans son agence Finders Keepers, on trouve évidemment les personnages qui étaient déjà là au début de son aventure et qui ont construit cette agence avec elle, notamment Jérôme et notamment aussi Barbara. Et sans vous spoiler, moi je suis tombée amoureuse du personnage de Barbara. Je reviendrai un tout petit peu dessus sur la partie spoil de cet avis. C'est vraiment, je trouve que King, il sait faire évoluer ses personnages, il sait les faire grandir, que ce soit en termes de maturité, mais aussi en termes de perspective de vie. Et de Barbara, on l'a connue, elle était donc Barbara Robinson, hein, la petite sœur de Jérôme, on l'a connue, elle était toute jeune, maintenant on la retrouve, elle est moins jeune, elle n'est pas vieille, elle est loin d'être vieille, c'est une grande ado, c'est une jeune femme, et de l'avoir vue grandir, en fait, c'est extrêmement touchant parce qu'il réussit toujours à nous faire des personnages qui sont très réels, très touchants, très logiques, très concrets, en fait, et c'est ça la force de ce livre de King, c'est qu'une fois de plus, on est immergé dans le concret, on est tellement immergé dans le concret qu'on a avec Oli la plus grande critique politique qu'on puisse avoir chez King. Alors on l'a beaucoup vu ces dernières années dans ses derniers romans, dans ses dernières nouvelles, et avec ses prises de position dans des essais, dans des interviews et sur Twitter. Il s'est extrêmement politisé, il a extrêmement aiguisé son avis, et il se sent extrêmement légitime à en parler, et c'est très bien, il faut aussi que les personnages publics, s'ils le souhaitent, le fassent. Et disons que là, en fait, dès le début, ce qu'il faut savoir de Oli, c'est que ça se passe en 2021, donc que ça se passe en pleine crise de Covid-19, en pleine pandémie. Aux États-Unis, c'est encore la cata, en Europe, c'est encore la cata, et on est en plein dans ce... C'est une capsule temporelle, en fait. On est dans la parano de est-ce qu'on met des masques, est-ce qu'on met pas des masques, est-ce qu'on se serre la main, on a des personnes qui sont complotistes, on a des personnes qui sont anti-vax, et King, il est très clair là-dessus. Lui, il est vacciné, il est anti-Trump, et dès les 10 premiers pourcents du livre, les anti-vax et les fans de Trump, ils prennent archi cher, ils prennent cher tout le long du livre. C'est extrêmement ancré dans le réel, c'est extrêmement violent à l'égard de ces personnes-là, à tel point que dans une interview pour Rolling Stone Magazine, il a dit qu'il s'attendait à avoir des commentaires 1 étoile dès le jour de la sortie de son roman, ce qui a été le cas, par juste des anti-vax qui allaient se jeter dessus pour critiquer les propos de King. Après, évidemment, alors là, on sait que King est d'accord avec ce que dit ce personnage-là, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une part de fiction, et que tous les personnages de King ne sont pas la retransmission de ses pensées, la retranscription de son avis et de ses valeurs, et ça, il le dit très bien dans L'Outro, parce que, évidemment, quand il y a des personnes méchantes dans ses romans, c'est pas lui ce qu'il pense, il écrit très bien les méchants, mais là, on sait que tous les propos anti-vax, tous les propos anti-racisme dans la police aussi, qui est assez inédit chez King, parce qu'il n'y a pas trop de... Il parle pas trop de racisme parce qu'il parle de ce qu'il connaît et il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur dans le Maine, malheureusement. Donc, il a parfois un peu des problèmes pour représenter certaines catégories de personnes parce qu'il n'y est pas habitué, tout simplement, mais il fait des efforts là-dessus. Il fait des efforts là-dessus dans Oli, où il critique énormément le racisme dans la police. Et donc là, on a vraiment les anti-vax, les complotistes, les gens qui ont voté pour Trump, tout le monde prend cher. Et pour moi, c'est vraiment, comme je le disais, une capsule temporelle de son époque, assez inédite, parce qu'il me semble que jusque-là, il y a quand même assez peu de romans et de nouvelles, mais en tout cas de gros romans, qui ont osé mettre une histoire dans un contexte qui, avec du recul, paraît complètement ubuesque, en fait, parce qu'on est vraiment dans la parano. Est-ce qu'on se serre la main? Est-ce qu'on met un masque? Est-ce que t'es vacciné? Et je peux difficilement vous en dire plus sans spoiler, surtout que moi-même, je suis très sensible au spoil. Donc je vous invite à couper ici cette vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler des parties de l'intrigue ou des personnages. Si vous avez lu ou que vous vous en fichez du spoil, on se retrouve tout de suite. Alors, d'abord, moi je voudrais qu'elle kiffe en fait de trouver des nouveaux types de méchants dans une œuvre d'un auteur que j'ai l'impression de connaître un peu par cœur, des cannibales. Des cannibales, c'est incroyable de retrouver des tueurs cannibales et rien d'autre. Ils sont rien d'autre. Évidemment, c'est des universitaires. Les personnages sont beaucoup plus profonds parce qu'on les suit beaucoup, mais on a des cannibales et j'ai trouvé ça, c'est tellement tabou. Il l'a dit dans une interview, le cannibalisme est tellement tabou que à lire, il y a rien que le sujet est extrêmement glaçant. Et en fait, vu que c'est
pas fantastique. Comme je le disais, on est dans la pure lignée de Mister Mercedes avec une alternance entre les tueurs d'un côté, les victimes et les détectives de l'autre, avec vraiment de voir comment l'étau va se resserrer, comment Holly, elle va commencer à comprendre, qu'est-ce qui se passe, avec quelle victime et que Barbara va aussi commencer à se rapprocher. En fait, le fait qu'il y ait pas de fantastique, c'est un peu sa façon d'être encore plus critique sur les antivax et en fait, il est en train de nous dire que les antivax racistes sont tous d'immenses tarés, parce que c'est pas un hasard que les grands méchants fêlés du casque soient anti-vax, limite complotistes en tout cas, et j'ai trouvé ça extrêmement jouissif à la fin de me dire: «Il y a pas d'explication fantastique, non, évidemment qu'ils se sont plantés, évidemment que c'est un effet placebo, évidemment qu'ils sont juste complètement fous alliés et à côté de la plaque» et c'est vraiment pour moi, en fait, King, il aurait pas pu faire des personnages comme ça qui sont vaccinés, ou en tout cas le fait qu'il ne le fasse pas, qu'il n'ait pas vacciné ces personnages-là et qu'il les fasse un peu complotistes, ça dit énormément de ce qu'ils pensent des complotistes et des antivax américains, et rien que pour ça, c'est un régal. En plus, c'est bien que ce soit pas fantastique parce que Holly, les 2 dernières histoires qu'on a eues avec elle, c'est quand même l'outsider, et si ça saigne, et ça fait beaucoup, ça faisait vraiment beaucoup de créatures, beaucoup de fantastique, et c'est bien de la retrouver un peu ancrée dans le réel parce que on est vraiment au cœur de ce qu'étaient les États-Unis en 2021 et de replacer Holly dans quelque chose de très concret avec de l'horreur très réelle. C'était aussi très agréable de redescendre un peu les pieds sur terre. Et en fait, c'est extrêmement étonnant aussi de se dire que pour moi, c'est le meilleur thriller de King, parce que déjà, il en a écrit assez peu. On a maintenant ce type d'histoire, on en a beaucoup depuis Mister Mercedes, on en a eu très peu avant. Et en fait, il a toujours dit qu'il écrivait sans plan. Il a des fois fait des plans, notamment pour le fléau, pour certains personnages, mais il a eu tendance à se perdre un peu dans les personnages. Et en fait, je serais très curieuse de savoir s'il a écrit sans plan, parce que j'ai trouvé la toile plutôt complexe entre les indices qui sont disséminés et que seul Holly va avoir, les indices qui sont disséminés à côté de lesquels Barbara passe, mais elle en capte quelques-uns, et plus tard, elle a réussi à revenir en arrière pour comprendre que Levan, en fait, c'était peut-être Levan. Tous ces trucs-là, je voudrais faire un grand schéma sur une espèce de grande timeline, comme il en existe pour d'autres œuvres de King, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui est disséminé où et qui les attrape. Et je me dis, c'est d'une fluidité, c'est extrêmement fluide, on est toujours en train d'essayer de comprendre et de voir ce que les personnages vont capter ou pas. Et les choses qu'ils captent pas, c'est pas trop gros. Les choses, quand ils les captent, c'est pas trop facile. Je trouve que c'est extrêmement bien équilibré. C'est vraiment étonnant de fluidité pour quelque chose qui me paraît quand même un petit peu complexe. Une autre chose que je trouve vraiment étonnante dedans, il a dit dans une interview, alors je crois que c'était encore Rolling Stone, qu'il avait mis de la poésie parce qu'il adore la poésie et que c'est très dur d'en écrire et qu'il est très fier du poème qu'il a écrit dans Holly, qui est un poème qui est écrit normalement par son personnage Barbara, mais qu'il a lui-même écrit. Et en fait, de savoir ça de King, qu'il est fan de poésie, mais qu'il est incapable d'en écrire, ou en tout cas qu'il ne se sent pas assez bon ou assez légitime pour en écrire, j'ai trouvé que c'était assez proche du personnage de Barbara sur tout un aspect humilité à toute épreuve, et même à la fin de penser que son recueil de poèmes ne se vendra pas parce que c'est pas optimiste. J'ai trouvé vraiment qu'on retrouvait beaucoup de Stephen King dans ce personnage, même si lui il a tendance à beaucoup se rapprocher d'Holly d'une certaine façon, que tout le monde essaye de le comparer à Holly. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Barbara, je pense que je suis vraiment en train d'avoir un coup de cœur pour ce personnage et j'espère qu'on la retrouvera. Et bizarrement, je retrouve un petit peu de King, autant avant sans doute quand il était jeune et qu'il se sentait pas légitime, et un peu maintenant quand il dit mais j'écris pas de poésie, je pense que je suis pas assez bon pour ça, vraiment ce profond respect qu'il a pour l'art, pour l'écriture, avec une fois de plus, comme il avait fait dans Billy Summers, mais à une échelle différente, un peu nous montrer à quel point c'est du travail d'écrire, à quel point c'est vraiment une discipline et beaucoup de connaissances et beaucoup de lecture, et à chaque fois on a une leçon d'écriture dans tous les livres de King. Côté personnage, moi je vous parlais de Barbara et à quel point j'aimais Barbara, mais j'ai pleuré. Pour la première fois depuis longtemps chez King, j'ai pleuré à 2 moments. En fait, je me suis un peu attachée malgré moi au personnage de Bonnie, qu'on n'a jamais vraiment... En fait, Bonnie, on ne la rencontre pas, elle est tout le temps dans la timeline où on suit Holly. Et Bonnie, elle est dans le passé. Et ça fait que c'est un personnage qu'on suit un peu de loin, un peu comme si on regardait une cassette ou qu'on trouvait un journal et qu'on voyait ce qui s'est passé. On attend juste de savoir si on arrive à temps ou on n'arrive pas à temps. Je trouve très bien, je vais y revenir, je trouve très bien qu'on soit pas arrivé à temps. Ça ancre vraiment le récit encore plus dans le réel, mais en fait, le fait que
on n'ait aucune emprise sur ce qui arrive à Bonnie et qu'on soit un peu vraiment en contemplation devant toutes ces épreuves. La scène où elle se fait enlever est terrible, surtout quand on est une femme et qu'on vit en ville et qu'on vit avec la conscience aiguë de ce qui peut nous arriver en tant que femme seule en ville. Et moi, j'ai pleuré au moment où Barbara demande à Marie si elle reconnaît la fille sur la photo et que Marie reconnaît que c'est Bonnie. J'ai pleuré parce que j'ai eu l'impression que on comprend qu'elle est morte et j'ai eu l'impression que d'une certaine façon, ça la sauvait parce qu'on allait savoir où était son corps, où étaient ses restes, ce qui lui était arrivé. Et du coup, on allait un peu lui rendre justice et rendre justice à sa mère, parce que je me suis aussi beaucoup attachée à sa mère. En même temps, leur histoire est très touchante, hein. Et en même temps, je trouve que c'est une très bonne chose que Bonnie ne soit pas sauvée, parce que ça nous apprend aussi, comme King nous l'apprend bien souvent, et malgré nous, et un peu sans doute malgré lui, parce qu'il contrôle pas tout ce qu'il écrit, que la vie, c'est pas toujours une partie de plaisir, la vie c'est dur, que parfois les méchants gagnent, ou parfois ils gagnent beaucoup de fois avant qu'on réussisse à les faire perdre. Et je trouvais plus juste pour le récit et pour la façon dont l'intrigue était menée qu'elle meurt, mais quand elle est morte, ça m'a quand même serré le cœur. Et la deuxième fois où j'ai pleuré, c'est quand Jérôme va annoncer à la maman du petit garçon que son fils est mort et les conditions dans lesquelles il est mort, et surtout quand il insiste bien sur le fait qu'il n'a pas souffert, alors que nous on a bien compris à la mort de Bonnie qu'il y a de fortes chances qu'ils commencent à manger, ou en tout cas à extraire certaines parties de leurs victimes alors qu'elles sont vivantes. Et ça vraiment c'est terrible, et ça m'a brisé le cœur en fait, tout simplement. Quant à Holly, en fait, je m'attendais presque à ce qu'Holly meure, parce que je me dis ça aurait pu être une fin. En fait, si on n'avait pas été chez King, je me serais presque attendue à ce qu'elle meure. Après, les personnages principaux meurent très rarement dans les fictions. Là, ça aurait été intéressant, sauf qu'on sait qu'il y a une 7e histoire qui arrive avec elle. Alors maintenant, on comprend que ça sera peut-être en tant que détective. Moi, j'aurais bien aimé que cette histoire, ce soit la dernière histoire avec Holly. Non pas parce que... Alors avant, c'était parce que je l'appréciais pas trop, là maintenant, je l'aime bien. Donc forcément, je vous dis, ça aurait été une bonne fin, parce que elle nous a montré tout ce qu'elle avait à montrer. On l'a vu grandir, on l'a vu évoluer, elle a beaucoup avancé dans ce roman. Elle a quand même fait un deuil, elle a tué 2 personnes, elle a pas réussi à sauver Bonnie pour qui elle avait été engagée, et ça montre aussi à quel point c'est une humaine et qu'on ne fait pas toujours les choses à temps. Ça arrive, c'est comme ça. Donc je me dis ça aurait été une bonne fin au final pour Holly, qu'elle décroche, enfin qu'elle ne décroche pas le téléphone, mais du coup qu'elle raccroche dans son métier de détective. J'ai assez hâte de voir à quel point elle sera impliquée dans l'histoire qui arrive en 2024. Apparemment c'est une grosse histoire avec beaucoup d'intrigues et beaucoup de personnages. Donc avec un peu de chance, elle ne fera qu'une apparition. Je dis avec un peu de chance, non pas parce que je ne veux pas la revoir, mais parce que je pense qu'elle a beaucoup donné cette fois-ci, qu'il faut la laisser un petit peu tranquille. Elle en a quand même sacrément bavé, et c'est bien de ne pas lui faire vivre non plus... plus on va lui faire vivre des histoires un peu à la King, hein, qui sont toujours, que ce soit fantastique ou pas, qui sont quand même assez importante, assez violente, assez marquante, plus on va lui en faire vivre, et moins ça sera plausible en fait. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve avec Holly. En tout cas, moi j'ai adoré ce roman. Je l'ai lu alors que j'étais pas chez moi, donc j'ai vraiment essayé de le lire entre 2 activités, là, à la pause déjeuner, au travail, ce genre de choses. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré, j'ai hâte de le relire peut-être pour un podcast, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Je vais finir cette vidéo par les connexions avec le multivers, parce que King, évidemment, il a un grand multivers, toutes ses œuvres sont connectées, notamment avec la Tour Sombre, et ça, j'y reviens dans d'autres vidéos qui vous spoileront ou pas la Tour Sombre, ça dépend si vous voulez la regarder ou pas. Cette vidéo-là, ce roman-là n'y coupe pas, je vous mets en détail dans la description de cette vidéo le dossier multivers, où je reviens point par point sur toutes les connexions avec les autres œuvres de King. Je voudrais pas trop vous spoiler les autres œuvres de King, donc je vais pas tout redétailler ici. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une référence à ça dès le premier chapitre, avec un Hayao Silver que peut-être certains d'entre vous auront. Il y a quand même une référence aussi à Gwendy, la boîte à boutons, qui est peut-être tirée par les cheveux, mais quand on fait quelques théories,
c'est plausible. On a une référence à Carrie avec une mention de au moins elle n'a pas terminé avec un saut de sang sur la tête. En parlant d'une adolescence, on comprend que c'est forcément une référence à Carrie. On a beaucoup de 19, et ça c'est sûr que c'est un lien avec la tour sombre, mais en fait toutes ces connexions, ou en tout cas aucune de ces refs, ne semble avoir d'incidence sur l'histoire ou indiquer quelque chose en particulier avec sa place dans le multivers. Elles sont un peu gratuites, juste pour le plaisir un peu d'aller à la chasse aux références, comme on le fait souvent quand on est fan de King et qu'on découvre une nouvelle œuvre. C'est tout pour mon avis sur Oli de Stephen King. On n'a pas encore la date de sortie en français, sans doute mars-avril 2024. Je vous tiens informé sur les réseaux sociaux et le site de Stephen King France. N'hésitez pas à aller vous abonner. Vous pouvez laisser vos avis sur ce nouveau format, sur le roman que vous l'ayez lu ou pas, sur Stephen King, sur ce que vous voulez en commentaire de cette vidéo. Et si vous voulez en discuter vraiment plus en détail, il y a un serveur Discord Stephen King France dont je vous mets aussi le lien en détail de la vidéo que vous pouvez rejoindre pour discuter avec ou sans spoiler. On a des salons qui sont dédiés à spoiler l'œuvre de King, donc venez en discuter avec nous. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.